et messieurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Un des acquis majeurs de cette législature, c'est certainement et sans nul doute la volonté affichée par les autorités d'établir un état de droit. Dans notre pays, tous sont d'accord qu'il est temps aujourd'hui que la loi ait la primauté. La loi, donc la force de la loi, doit avoir la primauté sur la loi de la force. Tous ceux qui parlent au nom de l'État, tous ceux qui agissent, tous ceux qui réfléchissent dans les différents états-majors sont convaincus qu'il est venu le temps de l'état de droit. Mais l'état de droit voudrait dire aussi que la loi soit connue par tous, comprise par tous, interprétée de la bonne manière, afin que l'action ne soit pas une action arbitraire. Ces quelques mois que nous venons de passer nous ont convaincus qu'il est venu le temps des débats, parce que là où il y a une loi, c'est qu'il y a eu un consensus, et le consensus est fondé toujours sur les débats. C'est comme ça que dans le pays, aujourd'hui, nous nous réjouissons de la montée en puissance des différents débats. Encore faut-il que ces débats aient une bonne qualité. Nous allons essayer de faire un effort pour que nous tous nous apprenions à faire des bons débats. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des tabous, mais en même temps, il faut qu'il y ait de la sincérité et de la franchise. Ce soir, nous allons poser les jalons d'un débat. Un débat peut-être qui fait jaser, pour lequel nous ne sommes pas souvent habitués, les débats sur les grandes fonctions et les événements que nous venons de vivre, notamment les événements sur les juges de la Cour constitutionnelle étant nommés par ordonnance présidentielle. Ils ne se sont pas présentés à la prestation des serments. Ils ont écrit au président, chose très rare dans cette République. Et puis ils sont là, ils circulent, ils ont donc le droit de poser des actes, quitte à prendre les responsabilités. Nous avons aujourd'hui entendu parler au niveau de l'Assemblée nationale, voire même au niveau de l'opinion publique, des gens qui disent qu'ils peuvent mettre le président en accusation pour haute trahison, quitte à l'enlever de ses fonctions. C'est aussi ça, les éléments du langage qui sont aujourd'hui presque communs à tous les Congolais. Nous avons donc beaucoup de sujets sur lesquels nous n'étions pas habitués il y a quelques années et nous allons essayer aujourd'hui de poser quelques éléments du débat. Le débat est important parce qu'il nourrit la démocratie. Pour ce soir, nous avons un invité, un homme de droit, un homme convaincu de ses propres actions. Je voudrais donc présenter l'invité de ce soir, c'est Maître Socrate Kasongo. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté ce débat que j'ai l'honneur de co-présenter avec Françoise Bouela, que nous ne présente plus, une journaliste talentueuse de la radio nationale, la radio-télévision nationale, RTNC, qui aujourd'hui avec moi va co-animer. Bonsoir Françoise. Bonsoir Willy, merci. Merci donc de cette attention que vous allez accorder à cette émission. Nous espérons comme ça régulièrement, sans passion, avec un maximum de considération pour les uns et les autres, faire des débats chaque jour, parce que c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets qui fâchent. Les sujets doivent être abordés avec méthode et éducation. Notre invité de ce soir, laissez-moi vous le présenter un peu. Je disais donc, Socrate Kasongo, vous êtes enseignant et chercheur, et vous êtes avocat. Vous êtes coordonnateur du TH30, une dynamique quand même d'essence politique. Mais vous avez écrit, au moins vous soumettez vos pensées à la critique générale. Vous avez écrit rapidement, je cite, Triomphe du silence, face à un État sorcier, c'était un essai politique. Vous avez écrit Droit pénal général moderne. Vous avez écrit quelque chose dans ce droit pénal moderne, vous avez écrit ce que les universités n'enseignent pas. Vous avez écrit Rudiments de droit administratif moderne. Vous avez écrit aussi Apéritif aux droits et obligations congolaises. Vous avez écrit Responsabilité pénale et civile en matière de sport, de lege ferenda. Vous avez été conseiller juridique à la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Vous êtes un expert gouvernemental en matière de lutte contre les crimes et la drogue auprès de l'UNDC, qui est un organisme des Nations Unies. Vous êtes professeur visiteur à l'Université du Gabon, Université Polytechnique de Kougoulé, je crois que vous allez me corriger si je me trompe. C'est un institut de technologie et de sciences. Voilà. Vous êtes donc un homme outillé scientifiquement et nous espérons émotionnellement
pour répondre à nos questions. Voilà, donc nous commençons directement par la question centrale qui va peut-être nous amener à d'autres questions. Aujourd'hui, il y a des Congolais dans la spéculation, dans l'action, dans la pensée, qui estiment que le président de la République, la première autorité de notre pays, le garant, celui qu'on appelle le père de la nation, peut être mis en accusation et surtout peut être révoqué de ses fonctions par une action qui serait menée pour violation de la Constitution. Et ce n'est pas une décision, ce projet est lié à des faits notamment liés à la nomination des magistrats au niveau de l'appareil judiciaire, que cette nomination se serait faite dans la violation de la Constitution. Le président n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution s'impose à tous. Mais dans le cas concret que nous venons de citer, quelle est votre lecture de cette problématique? Comment vous appréhendez une telle pensée? Est-ce que c'est un péché de lèse-majesté? Est-ce que c'est une action politique orientée? Ou c'est carrément un véritable progrès dans les mentalités? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, ce soir, de m'avoir accordé l'opportunité d'être reçu sur votre plateau. S'il faut que je réponde à la question, je dirais qu'il est de droit, et ce également est un droit pour un individu de se plaindre lorsqu'il estime que l'acte qui lui a été favorablement adressé diminuerait ses avantages ou le léserait. Mais dans ce qui est arrivé, il est lieu de relever qu'il y a plusieurs ratés que je qualifierais même des avortons de procédure, en ce qu'au plan administratif, il y a beaucoup de ratés, et même au plan intentionnellement pénal, il y a également des ratés, parce que le discours non dit de cela, c'est en arriver à la destitution, en arriver à une action pénale contre le chef d'État, mais on commence par jeter des petits dés pour initier une action qui aurait un visage administratif. Bref, en effet, je dirais qu'un acte, une ordonnance comme celle-là, est un acte administratif non réglementaire, c'est-à-dire individuel. Individuel ici, je le prends au sens large, là tout en dessous, individuel. Mais en ce qui concerne les juges concernés par l'ordonnance, l'acte sera dit individuel strict sensu, c'est-à-dire un acte qui vit aux côtés des actes aussi bien particuliers que collectifs. Et lorsqu'on est mécontent d'un acte administratif individuel, c'est-à-dire qui avait tendance soit à vous accorder de droits ou à vous les ôter, le droit administratif pur a prévu des mécanismes de recours. Notamment lorsqu'on est mécontent, l'intéressé qui s'estimerait lésé par une mesure administrative doit exercer des recours préalables. Parce qu'il y a deux formes de recours. Le recours préalable, en leur sein, nous avons le recours gracieux et le recours hiérarchique. C'est quoi le recours gracieux? C'est le fait de s'adresser à l'autorité qui a pris l'acte, lui demander de rapporter ou de revoir sa décision. Ici, nous sommes dans un contexte d'acte administratif régulier, mais dont les effets auraient lésé l'intérêt, donc le bénéficiaire ou le destinataire. Donc, lorsque le recours gracieux échoue, on procède au recours hiérarchique, c'est-à-dire l'autorité supérieure à celle qui a pris l'acte contesté. Mais lorsqu'il se trouve que l'autorité hiérarchique, l'autorité qui a pris l'acte n'a pas d'autorité hiérarchique, comme le cas du chef de l'État, il faut immédiatement avoir le réflexe de faire des recours contentieux. Vous saisissez les juridictions et vous saisissez spécialement la juridiction qui a compétence sur l'examen, sur la taille des actes pris par l'autorité dont l'acte a été contesté, notamment le Conseil d'État. C'est la démarche. Déjà, je vous dirais, M. Joël, c'est que les deux juges ont exercé, ils n'ont pas exercé, mais ils ont écrit une lettre valant recours. En ce qu'ils ont fait un recours collectif, alors que l'ordonnance, en fait, a des effets individuels qui concernent chacun des juges. Alors, la possibilité qu'on en vienne au constat selon lequel
le recours qui a été adressé de l'État n'a pas reçu d'écho, ne viendrait qu'à l'examen régulier. Déjà, le recours lui-même, nous efforçons à le teinter de nuances ou des ingrédients de recours, mais en fait, en réalité, c'est un recours raté. Parce qu'il a été fait collectivement. Donc, lorsqu'on le fait, on adresse un recours, on attend la suite. Pour l'instant, le réflexe, il est impensable qu'on ait recouru irrégulièrement, avec beaucoup de ratés dans la procédure de recours gracieux, en le faisant collectivement, au lieu de le faire individuellement, et le réflexe tout naturellement, ça aurait été celui d'aller par voie de recours contentieux. Évidemment, votre langage est relativement... Il est savant, c'est vrai, mais nous essayons de l'atténuer par des questions pour que vous puissiez faire comprendre votre pensée. Oui. Mais avant d'arriver au recours, et donc à l'action des juges concernés, il y a la procédure des nominations et désignations. Oui. C'est cela où d'abord, si aujourd'hui il y a une pensée même qui pense qu'il y a une violation de la Constitution, c'est d'abord dans la désignation. Quelle est la procédure pour désigner un juge à ces niveaux-là? Le président, effectivement, a posé l'acte de nomination. Mais la désignation des juges, qui en a la primeur? Qui en a le pouvoir? Comment la procédure est mise en place pour qu'un juge qui était à la Cour constitutionnelle, ou vice-versa, les changements qu'il y a eu, est du fait de qui? En fait, la Constitution, spécialement sur l'article 158, dit ceci, que les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés comme tous les autres magistrats, par le chef de l'État de la République. Mais en l'espèce, les deux juges, M. Joalis, sont des juges qui sont venus à la Cour constitutionnelle par un mécanisme de remplacement. C'est-à-dire, ils sont venus au remplacement en succession aux deux précédents juges. Parce que à la Cour constitutionnelle, on y vient par trois versants. Selon qu'on a l'initiative du président de la République, trois du Congrès, ainsi que 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Eux sont l'émanation en fait, tributaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ceux auxquels eux ont succédé ont été désignés par le CCR, le Conseil. Voilà. Ce qui fait que lorsque ceux-là sont partis, eux en venant. D'ailleurs, si le chef d'État était très mauvais, je vous ferai ici souligner un élément, M. Jones, c'est que le remplacement de ces juges qui font couler l'encre de la salive l'ont été par des mécanismes, à mon avis, qui n'auraient même pas respecté la Constitution. Parce que c'est le CCM. Là, vous allez loin, ils sont déjà là. Voilà. C'est pourquoi je dis. Voilà. Oui, ils sont déjà là. Qui les désigne à la dernière nomination? C'est la corporation dont ils relèvent, à savoir le CCM, qui les a désignés. Et lorsque vous lisez l'ordonnance de nomination, le chef d'État, en vertu de l'article 82, a un pouvoir de revoquer, de nommer tous les magistrats. Si vous avez l'article 11, alinéa 2 de la loi organique portant statut des magistrats, il est dit que le chef d'État a seul pouvoir de promouvoir. Quel est le constat qui en découle? C'est que les juges en question ont eu promotion. Ils étaient conseillers à la Cour de cassation, d'où ils venaient. À ce stade, ils ont été envoyés à la Cour de cassation avec promotion. Donc, je suis en train de dire ici, lorsque vous lisez l'ordonnance du chef de l'État, dans les motivations, les attendus et les considérants, il est dit Conseil supérieur de la magistrature entendu. De la même manière qu'ils sont venus par remplacement, de la même manière qu'ils peuvent en partie par remplacement. Justement en recourant au mécanisme de désignation fondé sur le choix apporté par les juges à l'initiative de la corporation dont ils relèvent. Vous confirmez, je vais passer la parole tout à l'heure à Françoise Boué, vous confirmez que les deux juges, la nomination de ces deux juges n'a pas violé la Constitution? La violation n'a en rien énervé la Constitution. En ce que l'organe, le CCM dont les deux relèvent, parce que l'article 152 de la Constitution dit ceci, le Conseil de la magistrature est composé, du président de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le chef. Ce qui veut dire ceci, c'est que le fait qu'il soit venu à la Cour constitutionnelle, ils aient été rotés en se fondant sur l'article 150 de la Constitution qui dit que le juge est inamovible, mais pas principe, monsieur le journaliste. Il est inamovible, c'est-à-dire qu'il peut être changé n'importe de quelle manière. Mais toutefois, il peut l'être par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation
motivé et décidé par le CSM dont il relève. Faisons de la grammaire élémentaire avant d'aller en droit. Lorsqu'on dit il peut être déplacé par une nomination nouvelle, ou à sa demande, ou par rotation. Il se trouve qu'ils ont été nommés nouvellement, c'est acquis, ou à leur demande. Le ou là en grammaire, le ou est une conjonction des coordinations disjonctives qui marque, n'est-ce pas, un élan d'alternative. Le ou. Et dans ce cas, il peut être ou à leur demande. Donc ici, ce ne sont pas des constructions qui s'apprécient cumulativement. Ce sont des constructions qui s'apprécient alternativement. Et lorsqu'on a ou à sa demande, c'est une ascendette. Et ou à sa retraite, une polyscendette. Et lorsqu'on est en phase des incises, qui sont séparées par une conjonction de coordination disjonctive, c'est-à-dire nous sommes dans l'hostilité du choix. Donc on peut les avoir soit à la nouvelle demande, à la nouvelle nomination, tel que le fut le cas, ou à leur demande. C'est une possibilité que ce soit à leur demande, il y a une possibilité que ce soit sans leur demande, et rotation motivée par le CSM, parce que dans l'ordonnance, c'est bien marqué entendu. Donc le CSM dont il relève, dont ils sont l'émanation, a donné l'avis, et le chef de l'État a entériné, a signé et se scellé. Voilà. Vous comprenez que le droit dans ce pays, c'est compliqué, hein? Ça s'embrouille quand même un peu. Hein? Oui, le droit, parce que, je veux dire ceci, l'interprétation de la Constitution ne requiert pas seulement être juriste. Il y a un problème de prérequis grammaticaux. Il faut connaître le français, il faut connaître l'orthographe, il faut connaître la phraséologie, il faut connaître la stylistique. C'est un problème de français d'abord. Pour votre première intervention. D'accord, merci Willy. Maître Socrate, pour vous, quelle a été l'opportunité pour la nomination ou la permutation de ces juges dont il est question? L'opportunité doit être trouvée dans la motivation qui a animé la corporation dont il relève. Ici, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a été entendu dans l'ordre. C'est eux qui envoient les juges par groupe de trois. Il y a une opinion qui doute du fait que les propositions pour le remplacement de ces juges aient émané du Conseil supérieur. Bien que vous évoquez, c'est dit dans les actes de nomination. C'est là aussi le problème. Justement. Comment vérifier cela, que cela vienne du Conseil supérieur? Dès lors que dans l'ordonnance apparaît entendu le CSM, il y a des débats à faire. C'est au CSM que poser la question si le CSM a été entendu. Mais en ce qui est de la Constitution, elle a été respectée. Donc l'opportunité, c'est le CSM. Le CSM a estimé, qui gère les magistrats, a estimé qu'ils étaient déconseillés. Il est mieux pour les remercier de les envoyer en le promouvant comme juge à la Cour de cassation. C'est le CSM. Une promotion, attendez, je vois la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Oui. C'est quand même des étages... Oui, justement, ça c'est l'étage, l'équilibre est au niveau de corporation, c'est-à-dire l'équilibre au niveau des organes dont il relève. Mais ici, l'individu était conseillé à la Cour de cassation avant de devenir membre de la Cour constitutionnelle par remplacement. Alors, donc, c'est cela. Alors, vous allez continuer. Comment expliquer que moi, je suis promu, ça signifie un avantage, en prestige, en pouvoir, ça augmente, mais je refuse la promotion. Vous l'avez entendu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi peuvent-ils refuser une promotion? C'est étonnant. L'étonnement ne viendrait pas seulement de moi. Je le sens également de vous. C'est comment, même en droit du travail, je vais vous donner une notion, c'est que une affectation en matière de travail d'un agent à un autre endroit, à un autre emploi, mais lequel emploi réduirait les avantages. Cette affectation est teintée de licenciement abusif masqué. Et à contrario, un déplacement à un autre emploi, autre que celui d'engagement, mais avec des avantages, est une promotion. On s'étonnerait que quelqu'un qui est promu se plaigne. Un conseiller à la Cour de cassation, venu à constituer par le mécanisme de remplacement, c'est-à-dire Dieu est intervenu pour qu'il y soit. Et ce serait surprenant que le même Dieu ait habité le même organe qui a proposé ces magistrats par le mécanisme de remplacement, encore qu'on vérifie si réellement le CSM a été consulté pour leur remplacement par le mécanisme de choix au départ, comme l'ont établi les juges auxquels eux, ceux-ci, ont succédé. Voilà le débat, madame. Donc, en fait, ici, ça me surprend, à forte échelle, que l'on en vienne à voir un promu se plaindre. Donc, si un promu se plaint, donc le promu doit nous dire exactement qu'est-ce qu'il a perdu, parce que ce sont les services de l'État
on peut les permuter. La loi voudrait que le juge des magistrats soit permuté lorsqu'il y a besoin. L'article 150 alinéa 3 ici dit ceci. Le juge peut être amovible par rotation motivée décidée par le CSM. Tel est le cas. Il vient d'être roté. Lorsqu'on vous rote, et en plus, cette rotation est teintée d'une masse de promotion. Les avantages, ils étaient conseillés d'où ils venaient. Et ils en sont partis par un statut provisoire. Oui, mais maître, ce n'est pas à vous de juger de la promotion. Les intéressés estiment qu'ils sont en plein mandat. On pouvait bien attendre la fin du mandat, je crois que c'est l'année prochaine. Ils sont inamovibles. Vous donnez l'impression de ne pas trop vous préoccuper de cet aspect de la même loi, la Constitution, qui donne à ces juges la possibilité d'attendre le tirage au sort et tout serait fait. On ne serait pas en train de discuter de... Madame, la préoccupation là que vous soulevez, je m'en préoccupe également. Voici la démarche à suivre. Par le chef de l'État ou par les... La démarche, l'entendement qui doit nous régir à ce stade, c'est que les juges, là, ils sont l'émanation d'une corporation appelée le CSM. Ils sont venus à la Cour constitutionnelle sur proposition, entre guillemets, du CSM, et le CSM, dans les attendus, ce qu'on appelle la motivation de l'ordonnance, il a été entendu. L'organe qui présente au chef de l'État les magistrats, au nom desquels il devra prendre une décision, notamment la signature, et a estimé qu'il faut les utiliser au nom de l'État à une autre corporation, notamment la Cour de cassation. Mais ils ne sont pas morts, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas en incompatibilité. Il y a moyen de juger aussi les acteurs. Quand on est malade, on a tendance à être envoyé à la retraite. Lorsqu'on vous promeut, c'est que vous êtes en bonne santé. C'est surprenant que quelqu'un dont vous dites qu'il n'est pas malade, mais l'administration judiciaire voudrait que le juge joue à la polyvalence pour éviter les affinités, les accointances qui se sont développées sur une promiscuité au vu d'une proximité. Deux choses. La première, ils n'ont pas prêté serment. Les délais de 30 jours leur avaient été accordés. Ça n'a pas été fait. Quelle est la suite? La seconde chose, de ces mêmes actes posés par les chefs de l'État, certains Congolais estiment qu'il faut poser maintenant un autre acte de destitution du chef de l'État pour violation de la Constitution. Nous sommes donc en présence non seulement d'un acte qui n'a pas été totalement accepté et consommé, mais qui a généré un autre acte plus puissant que celui-là. Ça signifie que la personne qui a signé l'ordonnance est mise en cause et est pratiquement en train d'être... on cherche à le destituer. Je vais éclairer l'opinion quant à ce. Les juges, la loi qui régit la Cour constitutionnelle dit ceci. Lorsqu'un juge ou tout magistrat qui est promu ou qui est nommé et qui est mécontent de la nomination a 8 jours pour faire son recours. Dépasser le 8 jours, voici la conséquence de droit. Il n'est plus d'où il vient. Et pour ceux qui, ayant perdu d'où ils viennent, n'iraient pas signer, n'iraient pas prêter serment, ils perdent également où il va. Conséquence de droit. Je vous dirai, madame, que lorsque on est nommé comme magistrat, vous avez 8 jours. Ces juges ici, pour votre gouvernement, ils ont été notifiés à l'écrit. Je vais aller dans le débat administratif sur la notion de la notification. Mais en appendice, j'aimerais en parler. La notification, c'est ceci, est un mode de publicité. Au même titre que la publication dans le journal officiel, l'affichage, le passage de la télé à la radio, même les dépêches. Et que lorsqu'on est notifié à l'écrit, lorsque vous recevez une notification, vous êtes considéré S-qualité. Vous avez la qualité. Il y a une confusion en droit entre la prestation des serments et la notification. La notification engendre les effets d'opposabilité au tiers. On peut se prévaloir de la qualité de juge au tribunal de Assosa rien que par la notification. Lorsqu'on n'exerce pas cette protestation qui est prévue par la loi dans le délai de 8 jours, on est dans la forclusion. Et quand on est dans la forclusion, l'acte est censé ne plus être revu ni revisité. Conséquence, l'ordonnance qui aura été prise à leur rencontre ou à leur avantage requiert l'autorité de la chose de redonner. Parce que c'était une ordonnance, c'était un décret, l'autorité de la chose décrétée, c'était un arrêté, l'autorité de la chose arrêtée, une décision s'acquiert l'autorité de la chose décidée. Donc, les juges, pour autant qu'ils n'ont pas exercé le droit qui est reconnu par la loi
de protester. Les mêmes juges ont fait des séances de simulation. Ils ont retiré les tissus, ils sont allés chez le tailleur, ils ont pris de mesures de touche. Vous n'avez pas de preuves? Non, je vous dis c'est ce qu'il y a. De la même manière que vous êtes au courant qu'il y a des choses qui se disent, de la même manière je vous dis qu'ils ont reçu des touches, ils se sont fait plus de mesures, ils ont fait des séances de simulation dans le délai leur imparti. Par exemple, le 17, il a fait la lettre avec Boucdera le 4. Donc, ils auraient dû, ces juges, pendant ce délai, poser le problème qu'ils étaient mécontents d'être vus affectés ailleurs parce qu'ils tiennent absolument à mourir à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un droit. C'est un droit. Donc, s'il faut aller dans la question, s'il faut que j'aborde la question de M. Willy, pour dire que la notification, comme j'ai dit ici, lorsque on vous notifie d'un acte, vous acquérez le statut attaché à l'acte de nomination par notification. Et la position de serment ne viendrait que c'est-à-dire mettre en branle les mécanismes d'entrée en fonction et consacrer quoi? La validité aux actes qui seront désormais pris par l'autorité ainsi désormais investie. C'est ça la nuance. C'est presque pas connu des gens. Donc, la position de serment ne vient que consolider ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, vous l'avez été par la notification. Donc, s'il y avait irrégularité, Madame France Florence, Monsieur Willy, s'il y avait irrégularité, nous prenons par exemple par l'absurde, on prend le vrai pour le faux pour le vrai, ils auraient couvert l'irrégularité en signant la notification et en devenant faux pour l'autre. Voilà. Donc, justement, ça c'est raisonnement scientifique de droit. Donc, le fait pour eux d'être notifié. L'article 45 de la loi portant statut des magistrats, alinéa 3, dit ceci. Un magistrat qui refuse de prêter serment, ou un magistrat qui refuserait d'être renouvelé dans le délai qui lui est imparti, comme le cas de ce juge, est réputé démissionnaire d'office. Je peux vous lire l'article 45 alinéa 3 de la loi portant statut des magistrats. Donc, ils sont démissionnaires. À ce stade, à tel ils sont. Ils ne sont ni d'où ils venaient, ils ne sont ni ils vont. Ils sont dans des nuées, apparemment comme un spectre que l'on voit au revenant, qui apparaissent aux gens dans des douches, ou dans des terrasses, ou dans des taxibus. Donc, en fait, ils ne sont pratiquement nulle part. Ils ont démissionné d'office. Je dis sur le plan de droit, le fait pour eux d'avoir pas exercé le recours dans le délai et d'avoir signé la notification. Cette lettre qu'ils ont écrite au chef de l'État, elle n'est pas dans les délais. Admettons, comme vous l'avez dit, dans le cas les plus extrêmes, oui, que cette lettre pourrait servir de recours, oui, de protestation. Ça a été quand même dans les délais. Oui, si la lettre est réfléchie également par l'action. Admettons que la lettre eût été en délai, ça va? Mais cette lettre est rédigée collectivement pour attaquer une ordonnance qui attribue des droits individuellement. Donc, ça dit, justement, le droit c'est la forme, madame. Le droit c'est la forme. Quand la forme est biaisée, il ne faut pas attendre le fond. La lettre en question, je dis que la lettre, c'est pas pitié et pas de piété que nous l'avons habillée d'un visage de recours. Mais au fond, c'est une réclamation écrite. Il n'y a pas encore de recours, formellement en droit administratif. Ils ont écrit un recours. Deuxième question. Deuxième question. Je vous la destitution. Oui. Je vous dirai, madame, ceci, que l'article 166 de notre Constitution, la procédure de décision du chef de l'État en droit congolais est une procédure judiciaire et n'est pas parlementaire. C'est-à-dire, dans le discours non dit, dans les profondeurs non exprimées, il y a l'idée que nous avons le Parlement, nous aurons la CENI, et il faut aller au débat, à la vue des débats au plan parlementaire, on va le destituer. Non. C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui saisit le Congrès, le Parlement. Il le saisit, le Parlement se saisit de la position du procureur général près la Cour constitutionnelle et on lui ramène une longue procédure, on lui ramène le dossier, il doit asseoir l'infraction. Lorsque l'infraction serait assise, et là, le parquet. Non, je vous donne. Non, le Congrès est saisi de la décision. Le Congrès a pour tâche de voter la décision en amont du PSG constitutionnel qui aura estimé qu'il faut poursuivre. Encore que le parquet, seul organe habilité à déclencher les mécanismes de poursuite contre un individu, doit asseoir. Mais vous n'êtes pas très clair. Je vais reposer la question différemment. Dans le processus de décision du chef de l'État,
quel est le rôle du Congrès, donc le Parlement? Le Parlement a ce rôle de voter aux 2/3 des membres la mise en accusation, c'est-à-dire une conviction parlementaire, tirée de la décision de poursuivre du PG 166. C'est lui qui poursuit l'action pénale. Donc le Parlement ne peut pas de lui-même commencer une initiative de destitution. Jamais. Le Parlement doit attendre que le procureur général constitutionnel le saisisse. Et d'ailleurs, même en cette matière, la constitution des partis civils est interdite. On ne peut pas voir des individus qui viennent au nom du nom. Là, c'est une matière spéciale un peu délicate où le procureur général constitutionnel saisit le Parlement. Le Parlement, il est saisi sur sa décision de poursuivre et lui demandant de lever les immunités présidentielles, qu'on appelle en français ordinaire la mise en accusation, du chef de l'État. Et on vote sa décision. Il y a un exercice de poursuite convaincu, établi en amont. On envoie pour que cela soit passé au vote, y compris la levée des immunités présidentielles, qu'on appelle ordinairement la mise en accusation. Donc, ici, le schéma n'a pas été inversé. C'est le PG qui saisit la... Donc, ceux qui vont voir le PG aujourd'hui pour déposer une mise en accusation du chef de l'État n'ont pas tort. Déposer contre le chef de l'État. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Je vais vous soulager. Est-ce que vous savez que le procureur général, comme magistrat, jouit de un double examen? Examen de légalité, voir si les faits dont il est saisi sont contraires à la loi ou non. Deuxièmement, l'examen d'opportunité de poursuivre. Ça, c'est un élément. Il peut estimer qu'il n'est pas opportun de poursuivre. Mais qu'on ne dise pas que le PG, comme il est Moulouba, il va user de son pouvoir de ne pas apprécier de poursuivre parce qu'il est l'ami du chef. Non, parce que même lui-même, il est phagocyté. L'infraction sur laquelle comptent les détracteurs du régime n'est pas établie, madame. Moi, je suis pénaliste. Je voudrais inviter sur ce plateau tous les pénalistes du monde avec ce que je vais vous dire. Suivez. Pour qu'il y ait haute trahison, je peux aller. Oui, je sens que Maître est en agitation par le simple fait d'imaginer qu'on peut tenter de poursuivre le chef de l'État pour haute trahison. Mais votre attitude, on sait aussi la voir dans le chef des états-majors politiques, surtout de certains partis politiques, c'est justement cela qui freine le débat, l'élan. Le simple fait d'imaginer que le chef de l'État, citoyen ordinaire, congolais, peut commettre de fautes, qu'il est poursuivable, les gens sont en agitation. Maître, qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a un déficit criant de lecture et de connaissances en droit par les juristes. Je vous dis ici que la loi, lorsqu'elle est lue, il y a des juristes comme vous là, oui et vous, qui lisez mieux une loi parce que vous avez les bénéfices grammaticaux. Ça, c'est un élément. De deux, pour qu'il soit poursuivable, la loi dit ceci, l'article 158. Il faut que le chef soit poursuivi de quoi? Pour haute trahison. La haute trahison est constituée par une violation intentionnelle. Lorsqu'on dit violation intentionnelle, adjectif qualificatif. Violation, substantif, épithète de violation. Donc il faudrait qu'il y ait un lien entre le qualificatif et le substantif. Allons dans violation à violer intentionnellement. Donc, l'adverbe de manière intentionnellement a pour fonction modifier la substantive. Ça, c'est la fonction de l'adverbe de manière. Donc, même dans ce contexte-là, pour qu'on en vienne à le poursuivre, il faudrait qu'il vienne à être démontré l'intention qu'il avait à violer la Constitution. Donc, l'infraction n'est pas... Le fait pour la Constitution, notre loi, qui était traitée sur mesure, dans l'intention de protéger le régime passé, qu'on a ajouté intentionnellement. Ce que je vous dis ici, profitera à tous les chefs de l'État pendant 100 ans. Si on est je voudrais, laissez-moi démontrer, monsieur Willy. Oui. À violer intentionnellement. Dans toute infraction de violation, il y a l'intention. On appelle ça en droit le dol. Nous avons le dol général, c'est-à-dire cette volonté de s'émarger de la loi. Il y a le dol spécial qui peut être dans une infraction, notamment les cas de meurtre et viol. Mais lorsque la loi ajoute un élément en plus des éléments constitutifs, comme intentionnellement, ça devient mobile. Le mobile, ici, intentionnellement, est un élément constitutif de l'infraction de haute trahison. Ça, je le dis en pénaliste fort. Je renchéris. Intentionnellement est un élément constitutif. Et le dol qui aurait dû être général ou spécial, déjà compris dans toute infraction, devient dol plus spécial. Intentionnellement est un dol plus spécial en ce que il faudrait, en plus de la violation
qui soit apporté des preuves comme quoi il dit attendez, vous verrez, je vais la Constitution. Là, on rencontre intentionnellement. C'est difficile. Donc, Maître, non, ça, à vous suivre, il est presque impossible. Impossible parce que le... Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'un État se donne les moyens de l'impossibilité de poursuivre les chefs de l'État? Justement parce Est-ce que nous avons encore le droit d'être une république démocratique si nous mettons en place un mécanisme pour que les premiers d'entre nous soient protégés au-dessus de tout? Est-ce que ça vous étonnerait que le régime passé se soit accommodé à un tel luxe? Ici, lorsque vous lisez la loi, ici, en déficit, justement parce qu'on faisait ça pour protéger Kabila. Et aujourd'hui, ça protège le président Tshisekedi. Pour que Kabila soit poursuivi, il faut apporter la preuve qu'il l'a fait intentionnellement. Donc aujourd'hui, ça protège Félix La Tshisekedi. Constitution protège tous les chefs d'État parce qu'il sera difficile de prouver sa préméditation à venir la Constitution. Ah, donc c'est un monsieur ordinaire, nous sommes en train d'aller vers ces débats. Nous partageons un débat. Je suis content que Françoise dise. Nous allons vers un peu la fin de cette émission. Voilà. Alors, essayons de récapituler pour qu'on comprenne bien. Ceux qui nous suivent comprennent très bien. Vous êtes sans oublier que nous sommes dans un gouvernement de coalition. Oui. Sans oublier que derrière les partis pris de cette coalition, il y a des formations politiques. Et nous lisons ce que les formations politiques disent. Aujourd'hui, par exemple, les FCC, pour ne pas le citer, estiment que le président dépasse ses prérogatives, qui aujourd'hui, il entre dans des rôles qu'on n'attend pas de lui, et qu'il est en train de prendre en réalité. D'autres même sont allés plus loin en disant « nous craignons le retour d'une dictature ». Parce que les chefs de l'État ne restent pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Vous ne pensez pas que tout ça, les actions posées, les décisions prises, les ordonnances signées, peuvent constituer une forme de substrat pour pouvoir déterminer l'intentionnalité dont il est question? Justement, c'est que la Constitution qui est la loi mère, l'alma mater, cette loi-là, mère, la loi fondamentale, la loi de base, il faut que l'État apprenne à bien faire les constitutions, je vous assure. Je rentre dans votre esprit de regret. Il vous souviendra que dans ce pays, est-ce que, pour votre gouvernement, puis-je vous rappeler que dans cet État, nous avons fonctionné avec un acte constitutionnel relatif à la transition. Vous vous souvenez? Un acte ne peut jamais être constitutionnel, au moins constitutionnalisé. Nous étions jeunes, nous le disions, comme nous n'avons pas de micro. De deux, un acte ne peut pas régir un État comportant des règles fondamentales de gestion d'un État constitutionnel. Non. Un acte ne peut être que revêtu de scaphandre constitutionnel, constitutionnalisé. De deux, est-ce que vous savez que Mouzé est venu, il nous a fait fonctionner avec un décret 003, un texte de base. Donc, supposé être précédé d'un 002 et 001. Un texte de base qui est précédé d'un 002 et 001. C'est quel texte de base? Il y avait 001 qui était la prise de fonction. Non. Vous ne voyez pas ça. Une prise de fonction doit être conforme à la Constitution qui est l'article 0. Il n'y avait pas de Constitution. C'est justement le regret. La copie servitude, ici pour dire 001, 002 n'ont jamais existé. Il n'y a qu'un texte desquels les deux doivent en principe tirer le souffle et émaner, les précède. Ça, c'est quelque chose de Constitution. Je me résume pour dire ceci. Nous faisons quoi? Voilà, nous faisons que, voyez l'incise, disons, l'adverbe de manière intentionnellement, va poser des problèmes. Même si le procureur général de la Constitution était de Bapongo, était Mounianga ou Mouniaka, il serait phagocyté à utiliser sa tribu parce que l'infraction n'est pas établie, monsieur le journaliste. Intentionnellement ici est un élément constitutif de l'infraction de trahison, qui ne sera jamais déterminé. Parce qu'il faudrait prouver que le chef d'État a promis aux gens, je vais vous faire mal et s'en prendre aux deux juges. Donc, je pense qu'avec Françoise, nous arrivons à ce que nous appelons les vérités journalistiques. Voilà. Donc, nous devons regretter que nous avons des textes qui ne règlent pas l'ensemble des faits qui surviennent parmi nous. Parce que donc, conséquence... On peut s'attendre à une révision de la Constitution. On doit réviser la Constitution pour pouvoir obtenir... Quand le besoin se fera sentir... Mais il se fait sentir déjà là quand on ne sait pas établir la violation. Nous sommes peut-être souple ou rigide. Lorsqu'il est rigide, il y a un timing, un tempo qui est accordé pour sa révisabilité ou son éventuelle abrogation. Et lorsqu'il est souple,
elle peut téléviser pendant le délai. Donc, si les faits sociopolitiques qui se déroulent dans un État font à ce que les gens en viennent à revoir les textes qu'il y a devant les régimes, cette vérité devra s'imposer. Mais en l'espèce, nous sommes en dehors germanique où dans la pyramide normative, nous avons les actes, nous avons les traités accords internationaux. Dans la pyramide normative, les traités accords internationaux, nous avons la Constitution qui nous régit. Nous avons le débat entre les lois ordinaires, lois organiques, entre les deux, qui doit précéder loi et la force de loi, et juste aux actes administratifs, l'ordonnance, décret, arrêté et décision. Donc voilà. Bref, ici, ce regret est à l'avantage du chef de l'État en ce que, même si on en venait à s'attendre à ce qu'on le poursuive, pour que ces décisions de poursuite soient votées à la majorité, au même moment que la levée des immunités présidentielles par le Parlement, l'infraction ne saura jamais être établie parce que la notion intentionnellement fera défaut comme élément constitué de l'infraction. Voilà. Nous avons presque terminé, Oui, François. merci, Billy. Nous allons demander à Maître, parce que là, vous avez défendu une compréhension et une science, votre lecture des lois. Maintenant, vous vous adressez comme Congolais à tous nos compatriotes. Vous savez que le pays a besoin de cohésion. Le pays a besoin de cohérence. Le pays a besoin d'unité. Alors, dans le cas actuel, dans le contexte actuel où on se cabre sous la Constitution pour poser la confusion, quel est votre message? Je parle ici aux chercheurs patriotes. Vous vous adressez à la classe politique, à ceux qui dirigent. Vous leur dites quelque chose et nous terminons. Je dirais à la classe politique de notre pays que soit mis un terme à la culture du tour. C'est-à-dire, lorsqu'on vous nomme, vous ne voyez pas dans la nomination une charge. Vous voyez dans la nomination une occasion de vous enrichir en vue de rassurer le lendemain. Et l'État a 400, le Congo a 456 ethnies. Mais s'il faudrait que votre tour soit fêté de cette manière, quand arrivera le tour des autres? Voilà. Donc, que cette culture de tour, qu'on ne fasse pas des élections présidentielles, une cérémonie au cours de laquelle les gens vont essayer de voter celui qui touchera le couteau du partage du gâteau. Mais plutôt dans les élections présidentielles, une charge à celle de laquelle il sera veillé à la santé, à l'éducation, à plus de charges. De deux, que la lutte pour la conquête du pouvoir ne soit différée de la lutte pour le développement. Et je vous dirais également qu'on peut avoir lutté pour développer, il faut reconnaître les compétences de toi. Lorsque on est dans une situation quelconque, comme dirigeant, qu'on veille à éviter le tribalisme, que l'amour naisse et plane, et que l'idée qui avait fédéré ou qui avait généré dans les différents acteurs politiques de notre pays, et vous voyez même certains d'entre eux, vous pouvez imaginer que les opposants les plus farouches se soient regroupés au sein du FCC pour avoir pour autorité morale leur opposer. Je reprends. Les opposants réunis pour avoir pour opposer leur opposant. Ça, c'est compliqué. Donc, ils ont pour autorité morale leur opposer. C'est dangereux. Donc, que la culture et l'esprit de la République puissent planer le tout. Qu'ils sachent que les institutions vont demeurer. Nous allons partir. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Voilà. Et que l'enseignement, qu'on veille à l'enseignement. L'enseignement est mort. Je ne sais pas. Nous, quand nous étudions là, nous allons conclure. Je conclue pour dire, l'enseignement, le pouvoir public a uriné publiquement sur l'enseignement, qui lui est une lumière. Et quand on urine sur une flamme, sur un feu, il y a l'extinction. Voilà ce que le pays vit. Merci, Maître Socrate Kassongo. Il porte bien son prénom, de Socrate, ce grand philosophe qui a dit « Homme, connais-toi toi-même ». Nous avons fait un effort pour que nous nous connaissions en tant que société. Nous avons fait un effort pour que nous nous connaissions en tant que porteurs de crise ou de solutions. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Nous espérons qu'elle a édifié plus d'un. Notre intention, c'était certainement d'apporter... Intentionnellement. Bien sûr, d'apporter la paix qui vient de la connaissance.
Merci en tout cas à Françoise Bouela, toujours présente dans des grands défis. Merci aussi à vous, Maître Socrate Kassongo, d'avoir participé à cette émission. Nous vous retrouverons certainement à une autre occasion. Nous pensons que si un autre point de vue différent de celui qui a été élaboré ce soir est disponible, contactez-nous. L'essentiel, c'est que le débat se fasse avec manière, avec méthode, dans les respects des uns et des autres. Je serais heureux de rencontrer un quelqu'un sur l'intentionnement pour que je l'enterre à votre présence. Merci et au revoir et à la prochaine. Merci.